En quelques minutes, je voudrais vous dire ce que je pense de l'histoire de l'Evidence-Based Medicine. J'ai eu la chance d'être invité dans une demi-journée de réflexion avec 50 médecins généralistes sur l'EBM+. Est-ce un nouveau paradigme pour la pratique quotidienne de la médecine générale? J'ai été témoin de certaines choses. J'ai acheté assez tôt dans ma carrière le livre de Archie Cochrane, qui est ici à gauche, qui a été d'ailleurs réédité, dont j'ai les rééditions. Livre qui a marqué, il a été traduit en français par des collègues suisses, mais traduit sous le terme l'inflation médicale. Et je ne reprends que le début de ce livre, les premiers paragraphes, dont vous avez ici l'adaptation en français par nos collègues suisses. Archie Cochrane expliquait que dans les années 1930, étudiant en médecine, il se promenait de temps en temps dans Londres avec une pancarte devant des bâtiments, des services de santé, et sa pancarte, elle avait une phrase « Tout traitement efficace doit être gratuit ». Il sous-entendait déjà dans ces années-là que, en fait, peu d'interventions étaient efficaces, donc peu d'interventions devaient être remboursées par les systèmes de santé. Et comme il le dit, à ce moment-là, ce fut un fiasco. Il a eu aussi un certain nombre de présentations, et là j'ai retiré une de ses premières diapositives, qui consistait à dire dans les maladies cardiovasculaires, avec l'utilisation de l'aspirine, si vous compilez 6 études, avec des effectifs d'environ 1000 à 4000 patients, vous avez une cohorte de 10 859 patients, et sur cette cohorte, les analyses montrent que la différence est statistiquement significative. C'est à partir d'autres observations aussi de Cynthia Mulrow, actuellement encore rédactrice en chef adjointe aux Annals of Internal Medicine, qui, faisant sa thèse, avait compilé 50 revues de la littérature dans des journaux américains, et elle a montré que ce n'étaient pas des revues de littérature, c'était des opinions d'experts. Des gens exposaient une question sur une maladie et avaient choisi des références pour montrer en gros qu'ils avaient raison. Elle a commencé à expliquer que la revue de littérature, c'était autre chose. Dans quelle base de données avez-vous sélectionné les articles? Avec quels mots-clés? Comment avez-vous sélectionné tous ces articles? Sur quels critères? Qui a lu ces articles? Avec une grille pour en extraire les données. Donc c'est elle qui a aussi conceptualisé la revue systématique. Une autre étape importante a été l'intervention des Canadiens menée par Gordon Guyat à l'université McMaster, qui avait commencé à ne plus apprendre aux étudiants des encyclopédies, mais à leur apprendre à apprendre. Donc Gordon a toujours expliqué qu'il fallait apprendre aux étudiants à questionner et à aller chercher l'information, puisqu'elle allait devenir de toute façon obsolète quand il serait sorti. Quand il est allé devant l'université proposer ses concepts, il a appelé ça médecine scientifique, et on lui a refusé cette appellation. C'est là qu'il est revenu 2 ans plus tard avec le concept d'Evidence-Based Medicine, et toute une série d'articles a été publiée dans un certain nombre de revues, le JAMA essentiellement, mais aussi le British Medical Journal, pour apporter tous ces concepts de l'Evidence-Based Medicine. C'est rapidement après, en 1993, que Ian Chalmers a proposé la notion de collaboration Cochrane, c'est-à-dire commencer à faire des revues systématiques et monter un réseau dans tout le monde. Ian Chalmers, que j'ai bien connu, qui a été fait sœur par la reine pour toute cette activité, et je vous rappelle que le logo de Cochrane que vous avez ici était une de ses premières méta-analyses dans le domaine de l'obstétrique. Dans ces mêmes époques, avant la HAS, il y a eu des agences en France qui ont commencé à développer des synthèses aussi de littérature. Elles partaient du principe qu'il existait des variations de pratiques basées sur des données américaines, que la littérature médicale était trop importante pour se tenir à jour, et en plus que les connaissances devenaient rapidement obsolètes. Aujourd'hui, vous avez la chance d'avoir des documentations en France des variations de pratiques, notamment avec cet atlas des variations de pratiques. C'est assez intéressant de voir les variations entre certaines régions dans certains actes qu'on ne peut pas expliquer puisque les données de la littérature disponibles sont les mêmes. Toute une profusion de livres dans les années 97-2000 avec la traduction en français de ce best-seller anglais, traduction par des collègues de Prescrire, Dominique Brocklin et Jean Dubowetsky, Savoir lire un article médical pour décider. Livre malheureusement épuisé aujourd'hui, mais toujours d'actualité.
Profusion de livres, on en avait des tout petits, les étudiants les mettaient dans les blouses, devaient s'en servir au pied du malade. En 2013, autre étape importante, toute l'histoire a été remontée en annexe d'un congrès du peer review, une soirée, il y avait 50 personnes, j'y participais. Vous avez eu d'abord 3 exposés, à gauche de Richard Smith, rédacteur en chef du British Medical Journal, au milieu de Gordon Gayat, dont j'ai parlé, et de Kay Dickerson ensuite, avec d'autres interviews, et vous voyez les noms de Ian Chalmers et d'autres qui ont été interviewés. Et tout ceci a été brièvement résumé dans un petit article du JAMA. Vous connaissez ces 3 piliers de l'evidence-based medicine, mais trop souvent, ça a été compris comme l'essai randomisé contrôlé et en dehors de ça, il n'y a pas de médecine. C'est pas vrai. Il y a l'expérience professionnelle, les valeurs du patient, tout ça. D'ailleurs, pour les concepteurs, l'evidence-based medicine devait être enseignée par les cardiologues, les pneumologues, les neurologues, toutes les spécialités médicales, mais il se trouve que ces concepts ont été capturés par des méthodologistes ou un certain nombre de personnes qui sont devenues spécialistes de ça, et probablement ça a joué un fait que les praticiens de toutes les disciplines ne se sont pas suffisamment appropriés tout ça. Il y a eu toute une époque que nous avons connue où on avait des niveaux de preuves, et ça existe toujours, c'est toujours très valable aujourd'hui, puisque l'opinion d'experts est tout en bas, et en haut vous avez l'essai randomisé et d'autres synthèses de littérature. Mais la Covid nous a questionnés. Nous a questionnés parce que nous avons vu des décisions par des gouvernants qui n'étaient pas basées sur des preuves. Nous avons vu des tas de choses. Et après la Covid, une commission internationale d'obédience canadienne en partie, mais très très internationale, a commencé à faire des rapports sur qu'est-ce qu'une donnée probante. Et là, à la base de tout ça, c'est que l'essai randomisé contrôlé n'est pas la seule méthode pour avoir des données probantes ou d'autres informations pour décider. Les recherches qualitatives, les modélisations, les mathématiques, il y a beaucoup d'autres méthodes pour nous aider à avoir des données probantes. Ce qui fait que, je terminerai sur ces 2 diapos, cette pyramide sur laquelle nous avons vécu n'est probablement que la partie émergée d'un iceberg. Cet iceberg, ce sont les données de vie réelle, ce sont l'intelligence artificielle, la génomique, la protéomique et bien d'autres choses. Donc probablement, la génération qui arrive va essayer de formaliser où sont toutes ces données et qu'en faire. La suite de l'atelier a été animée par Bruno Falissard et Rémi Boussajon, qui ont introduit ces concepts d'EBM+. Il n'y a plus que l'essai randomisé, il y a d'autres choses. Les philosophes ont apporté des réflexions, les notions de normes, les notions de valeur, les notions de causalité à redéfinir, à revoir. Nous sommes à une époque où il faut redéfinir l'evidence-based medicine. Qu'est-ce que sera l'EBM dans 5 ans? Je ne sais pas. Je vous remercie.